Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi la télévision Shekina TVS, notamment cette édition d'information du soir. À travers le territoire où que vous nous recevez, il est exactement 19h30, c'est la même heure, à Essononkodjen, dans le département du thème Habitam. Nous démarrons ce journal avec l'activité syndicale en grève générale illimitée depuis le 25 septembre dernier et suite aux négociations qui ont abouti sur fond de satisfaction. Le CIPROS-CNSS suspend son mouvement de grève et appelle les travailleurs à reprendre le chemin du travail sur l'ensemble du territoire national à compter de ce jour. Ephraim Biogedzo. Le secrétariat général exécutif du CIPROS, entendu par là le syndicat des professionnels de sécurité sociale, se réjouit des avancées significatives des négociations entamées avec la CNSS et reconnaît les efforts consentis par Nicole Christiane Asselé dans le dénouement de la crise. À ce jour, les situations administratives de plusieurs agents ont été revues et corrigées, soit 650 agents bénéficiaires. Les techniciennes de surface menacés de licenciement seront reconvertis dans d'autres activités. Sont là autant d'engagements pris par Nicole Christiane Asselé. Au regard de ce travail admirable et salutaire, le CIPROS, réuni ce jour, décide de lever le mot d'ordre de grève générale lancé le 25 septembre 2018 et invite le personnel CNSS à reprendre du service à compter de ce 16 octobre 2018. Le CIPROS, syndicat des professionnels de sécurité sociale, décide en ce jour de lever la grève qui a débuté le 25 janvier dernier, le 25 septembre dernier. Et donc nous souhaiterons remercier Madame le directeur général pour avoir donné satisfaction à deux principaux points de revendication, à savoir la reconversion du technicien de surface. Et elle a décidé également d'ajouter une ou deux catégories à près de 700 agents de la CNSS. C'est pourquoi le CIPROS, dans le souci d'apaiser le climat social, a décidé en ce jour de lever le mouvement de grève. Nous remercions Madame le directeur général et nous disons sur toute l'étendue du territoire, partout où se trouve la CNSS, le mouvement de grève est levé. Nous disons à tous les adhérents sympathisants du CIPROS de vaquer à compter de ce jour au travail. Qu'ils reprennent le chemin du travail, car Madame le directeur général a donné satisfaction à deux principaux points. Les résultats favorables actuels sont le fruit d'une longue période de négociations, lesquels ont abouti par une levée du mot d'ordre de grève générale, comme pour dire que seul le dialogue entre les peuples est source de réussite, reste cependant à l'actuel directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale de rétablir dans ses fonctions Richard Ndiboukoum, qui, jusqu'à présent, est privé de son emploi. La réfection de la route nationale, une préoccupation gouvernementale. Les travaux de réfection de cette voie nationale, c'est pour bientôt si on s'en tient à la descente sur le terrain du ministre des Infrastructures. Le marché a été attribué à une entreprise chinoise. Longtemps abandonnée faute de financement, la route nationale du PK12 au PK105 pourrait connaître une nette amélioration dans les tout prochains mois. Le marché lié à la restructuration de cette infrastructure routière aurait été attribué à une entreprise chinoise si on s'en tient à la dernière visite initiée sur ce tronçon par le ministre des Infrastructures, Christian Magnagna. China State Construction Engineering a désormais le devoir de mener à bien cette mission. Selon les informations qui nous sont parvenues, elle aurait déjà reçu plus de la moitié des fonds destinés au financement de cette infrastructure. Cependant, l'entreprise a donné des garanties au ministre quant au démarrage des travaux dès cette semaine sur le tronçon PK12-PK35 et à partir du mois de décembre, le tronçon PK35-PK105 sera à l'œuvre. La durée des travaux étant fixée à 22 mois si toutes les conditions sont réunies. Toutefois,
Le ministre des Infrastructures a souhaité que soit faite de toute urgence la résorption des points noirs, cause principale des dégâts sur cet itinéraire. La route devait être raclée et entretenue en attendant le lancement des travaux sur ce linéaire qui cause suffisamment de dégâts chez les automobilistes. Le 16 octobre de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'alimentation. Cette journée, on commémore donc aujourd'hui et elle est relative donc à la création de cette Journée mondiale de l'alimentation en 1945. Les détails avec Onman Aldo Mabunda et Vitalis Kumba. Chaque année, le 16 octobre, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture célèbre la Journée mondiale de l'alimentation qui commémore la date de sa création en 1945. Cette année, le thème de la Journée mondiale de l'alimentation, qui est Agir, souligne le rôle des coopératives agricoles visant à nourrir le monde. Leur importance est très capitale car ce sont elles qui permettent aux petits producteurs d'accéder à l'information, aux outils et aux services dont ils ont besoin. Elle permet également aux petits producteurs d'accroître la production de nourriture, de commercialiser leurs besoins et de créer des emplois en améliorant leurs propres moyens de subsistance et en augmentant la sécurité alimentaire au niveau mondial. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies rappelle que 868 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde entier. Pour faire diminuer ces chiffres impressionnants, un engagement politique mondial est nécessaire, souligne Dacian Solios et José Graziano da Silva, respectivement commissaire européen pour l'agriculture et le développement rural et directeur général de la FAO. Agir pour l'avenir, c'est faire une bonne sélection alimentaire afin de limiter les effets néfastes à la santé. Il faut des endroits appropriés, n'est-ce pas, où les gens doivent vendre les aliments, les vendre à même le sol, s'exposer les gens. Il y a tout ce qu'on a comme la bagatelle de bactéries, tout ce qu'on a comme des virus, et non seulement ça, de ces aliments vendus de rue, mais ce sont parfois des aliments faisandés, des aliments pourris, des légumes par exemple, qui sont vendus à même le sol. Mais il faut d'abord voir la coloration, que ce soit vous, que ce soit moi, nous sommes tous exposés, n'est-ce pas, à être des futurs clients de l'hôpital. Nous restons sur le volet social pour parler de ce phénomène de société, à savoir les femmes chefs de famille, c'est-à-dire des femmes qui élèvent des enfants seuls, sans les géniteurs, et ces enfants souffrent d'un mal social, à savoir qu'ils sont victimes de la société moderne. C'est l'intérêt du reportage de Fouti Boulanga Mouleka. Quel mauvais esprit peut amener un homme censé, un père, né pour être un chef de famille, à troquer son rôle divin avec sa femme, pire encore avec son ex-concubine, au point de laisser à sa charge des êtres innocents, surtout lorsque cette dernière n'a pas un emploi stable, lui permettant de remplir son propre rôle de mère, pire encore, de mère et de père à la fois. Si certaines femmes se risquent à vouloir porter le pantalon dans les ménages, pour Sonia, une tutrice faisant les frais, cela n'est pas à l'avantage des enfants victimes. Ma solution, c'est de bien élever nos enfants, les pères en même temps avec les mères, au moins pour que les enfants soient bien gardés pour le futur. La femme sans l'homme ne peut mieux garder l'enfant. Toujours et toujours, l'enfant aussi aura besoin de son père à côté, et comme la maman aussi à côté. Un homme doté de tous ses sens, un homme ayant reçu une bonne éducation maritale et donc responsable, ne saurait abandonner sa progéniture, surtout lorsque cette fois-ci, la femme serait une concubine, une mère, une femme exemplaire. En effet, si une femme a le courage de garder sa progéniture elle-même, au lieu de la placer dans un orphelinat, il est clair que le mal à coup sûr est le concubin ayant filé à l'anglaise. C'est sans coup férir un homme irresponsable, pense Sonia. Pour moi, en tant que femme, je les trouve vraiment comme les incapables, les irresponsables, les gens sans honte, qui s'en foutent même de l'avenir de leurs enfants demain. Parfois même les gens peuvent se dire que l'homme c'est un bandit, peut-être que c'est la femme qui a mauvais comportement. Mais la plupart par contre, c'est toujours les bandits qui sont plus. Et les hommes sérieux sont peu. Messieurs, mesdames, un enfant a besoin d'une éducation équilibrée, donnée par ses deux géniteurs. Sauf cas de force majeure, n'abandonnons plus nos enfants à la seule charge du père ou de la mère uniquement. Pire encore, des grands-parents ou d'une tierce personne pour en faire les victimes des maux qui minent le Gabon d'aujourd'hui.
L'actualité nous conduit dans la capitale du Septentrion, Oyem, où la salle d'audience du tribunal de première instance d'Oyem a servi de cadre à l'ouverture de l'année judiciaire. Cette cérémonie a été présidée par le premier président de la cour d'appel d'Oyem, Marc Roch Mamboka. Les détails avec Inès Ngongamombo. L'appareil judiciaire de la ville d'Oyem a procédé récemment à sa cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire. Celle-ci a eu lieu dans la salle d'audience du tribunal de première instance d'Oyem en présence des autorités politiques, administratives et militaires, en tête desquelles le secrétaire général de province, représentant le gouverneur empêché, le maire sortant de la commune d'Oyem et du président du conseil départemental. Une cérémonie présidée par Alain Roch Mamboka, premier président de la cour d'appel d'Oyem. Pendant cette manifestation, le président de la cour d'appel d'Oyem en a profité pour faire la présentation des nouveaux promus, nommé le 3 juillet dernier lors du Conseil national de la magistrature. Il s'est agi du nouveau président du tribunal, Alec Patrick Ibinga, qui remplace Arthur Lindira, qui a passé 6 ans à la tête du tribunal de Yem, et de Stanislas Kumba, nommé avocat général à la cour d'appel de la dite localité. Soumettre à votre cour la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 3 juillet 2018 nommant à la cour d'appel judiciaire d'Oyem, M. Stanislas Kumba, avocat général, et au tribunal de première instance d'Oyem, M. Ibinga Alec Patrick, président du tribunal. Je requiers, M. le Premier Président, qu'il soit procédé à leur installation. Sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, étaient présents M. Edouard Alissé Kimbungu Miakou, ministre de l'État, ministre de la Justice et des Droits humains, garde des Sceaux, premier vice-président du Conseil, M. Gilbert Moulakia, premier président de la Cour des comptes, M. Martin Akenenge, premier président du Conseil d'État, M. Jean-Jacques Oyoni, premier président de la Cour de cassation, tous vice-président du Conseil, Madame Marie Mata, procureur général près la Cour de cassation, Madame Ariel Mengue, commissaire général à la loi près le Conseil d'État. Une rentrée judiciaire qui s'est déroulée sans anicroche, l'heure est désormais au travail et les usagers sont attendus. La rentrée judiciaire du tribunal de première instance d'Oyem était donc présidée par le premier président de la cour d'appel d'Oyem, Alain Roch Mamboka. Nous revenons à Libreville. Gabon Première et le SAMU social gabonais, désormais main dans la main. Les deux structures sont liées par une convention qui a été signée hier au complexe Georges Rahuri en présence du directeur général de Gabon Première, Sébastien Toutoum, et du président du conseil d'administration, Mathieu Kumba. Reportage. Le SAMU social, à nouveau proche de la population gabonaise. Cette structure et la chaîne de télévision nationale Gabon Première sont désormais liées par une convention matérialisée par les deux responsables de ces entités, aux côtés des différents responsables à la fois du SAMU social et du complexe Georges Rahuri. Désormais, le personnel de ces outils de communication étatique va faire l'économie de temps en cas de situation de complications sanitaires. Les soins médicaux du SAMU social sont à portée de main dans une salle aménagée au sein du complexe Georges Rahuri, à la grande satisfaction du directeur général Sébastien Toutoum Calé. Pour nous, très extraordinaire, parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez déjà une structure médicale au sein du complexe Georges Rahuri. Elle va vous soigner gratuitement, ordonner des médicaments gratuitement. On aura des spécialistes ici. On n'aura plus besoin de se dire quelqu'un tombe malade ici, on est obligé d'aller à l'extérieur pour aller chercher les certificats médicaux. Pour les agents, vous n'allez plus nous mentir. Tout se passera ici. Ceux qui ont la plongée ici. Et s'il y a une urgence, on appelle. Nous serons prioritaires pour nous envoyer une ambulance. Le contenu, notamment les actions amenées par le SAMU social, sont de plusieurs ordres et touchent plusieurs domaines de la médecine moderne. À partir de demain, on pourra vous prendre la tension gratuitement ici. À partir de demain, on va faire des échographies aux femmes ici, gratuitement. À partir de demain, l'ophtalmo pourra voir vos yeux ici.
À partir de demain... La convention crée une présence hospitalière et médicale dans un espace de près de 1000 personnes afin d'éviter à ces dernières de rechercher le recours médical hors et loin de leur lieu de travail. L'actualité de la ville de Port-Gentil reste dominée par un mal social, à savoir la rage. Comment se perd la contamination de l'animal à l'homme? Dans ce document signé nos confrères de Média Plus Port-Gentil, Raïssa Kerianondo, le docteur Philippe Sarrazin, du moins ce médecin vétérinaire, nous donne de plus amples explications. La domestication des animaux peut exposer les personnes qui s'y adonnent à certaines maladies du règne animal transmises à l'homme, à l'exemple des zoonoses telles que la rage, dont la transmission se fait de manière directe entre l'homme et l'animal infecté. L'animal est contagieux, c'est-à-dire que l'animal transmet la rage par deux façons, soit en mordant, en enfonçant ses crocs dans la chair humaine, et le petit virus de la rage est au niveau de la salive. Donc la salive va pénétrer dans le corps et va suivre le système nerveux. D'accord ? L'autre façon de contaminer, qui peut être contaminée, c'est que quand on a une blessure et qu'un animal enragé, c'est-à-dire qui a déclaré sa maladie, vous lèche, il peut vous transmettre le virus. Ayant des formes diverses dont la sauvage, la domestique et la chiroptère, la rage se manifeste principalement par une agressivité inhabituelle du sujet atteint. Donc quand vous vous faites mordre par un chien susceptible d'avoir la rage, on ne sait pas, par sécurité, il vaut mieux commencer le traitement antirabique. C'est-à-dire que ce sont des injections qui se font T0, T3, T6, etc. Bon. Mais pour savoir, nous, médecins, vétérinaires, si l'animal est enragé, il suffit qu'on nous présente le chien pendant 3 semaines à partir du moment où il a mordu. C'est-à-dire le jour, le lendemain ou le surlendemain de la morsure, une semaine après et encore une semaine. Si le chien est toujours vivant au bout de 3 semaines, c'est qu'il n'a pas la rage. Afin d'éviter toute transmission, les personnes ayant des animaux domestiques sont astreintes à prendre quelques précautions. Ça, la rage, c'est quand même minimum 60 000 morts de recensés dans le monde, qui est énorme. Et la rage, c'est des souffrances énormes. Mourir de la rage, il n'y a pas pire, c'est comme le tétanos, voilà. Ce sont des maladies épouvantables. Donc effectivement, quand on a un chien dans nos villes, il est préférable de les vacciner contre la rage, parce que la rage existe. Allez, heureusement à Port-Gentil, nous sommes bien protégés par l'eau, ce qui fait que les animaux ne viennent pas facilement, les animaux sauvages ne viennent pas facilement, mais le risque est toujours là. Précisons que la rage est une maladie virale mortelle chez l'animal, tout comme chez l'humain, et ne se guérit pas. Toutefois, elle peut être prévenue efficacement par la vaccination, mais reste incurable une fois les premiers signes de maladie déclarés. Nous restons toujours dans la capitale économique et nous nous interrogeons comment la population de l'Ogooué maritime appréhende-t-elle la gestion de la chose politique. La réponse est négative pour ces populations. En cette période électorale, les hommes politiques formulent des promesses sans toutefois les tenir après. Un reportage de Raïssa Kerianondo. Pendant plus de 10 jours, le pays a valsé au rythme de la campagne électorale, comptant pour les élections couplées locales et législatives du 6 octobre dernier. Ainsi, acteurs politiques et citoyens aspirant à une carrière politique étaient face aux populations, exposant à tout vent leurs différents projets de société, axés majoritairement sur le développement de leurs régions respectives et l'amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens. Au lendemain de ce scrutin, les concitoyens, notamment de la ville de Sable, espèrent ne pas se heurter à des promesses vaines ou à des déceptions. Le droit de voter, c'est bien beau, mais le droit d'être menti, c'est vraiment très mauvais. Donc c'est ce que les différents candidats nous proposent à nous, le développement. D'accord, merci, nous sommes très contents du développement à l'ère où les canalisations, l'éclairage, ça d'accord, nous sommes contents, mais pensons aussi quand même que dans la ville, on ne se nourrit pas du développement seulement. Nous voulons aussi être éduqués, nous voulons aussi être des employés
et pourquoi pas assurer également. Voilà. Aussi que les nouveaux élus locaux et parlementaires prendront à cœur leurs devoirs citoyens. Une fois élus, ils oublient le peuple. Ils voient que leur poche, les maires, c'est la même chose. C'est qu'on souhaite qu'il y ait de bonnes personnes cette fois-ci, disons, qui sont humains, qui peuvent penser à la population aussi. On n'a pas besoin de leur salaire, mais essayer de faire quelque chose, voir le problème des routes, même si ce n'est pas goudronné, puisque le clavier au moins, c'est tout ça, soulager le peuple. Les entreprises vont revenir, il va y avoir madame, aujourd'hui si vous croisez 10 consentiens, sur les 10 hommes que je suis, il y a moins 7 qui sont au chômage. C'est qui vont laisser leurs enfants à l'école. Donc, moi je dis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je les regarde, s'ils peuvent arranger, qu'ils s'arrangent. En attendant le verdict des urnes et la publication des résultats finaux de ce scrutin qui, à ce jour, suscite supputation et suppositions, les électeurs retiennent leur souffle et espèrent avoir tiré le bon joueur. Ainsi se referme cette édition d'information du soir. Merci d'avoir été des nôtres. S'il plaît à Dieu le Très-Haut, je vous retrouve demain à la même heure. Bonne nuit à tous.